Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bienvenue dans cet énième épisode du Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis à côté de Roger Caroni, notre blogueur belge favori. Bonsoir Roger, comment vas-tu ? Salut Benoît, ça va bien et vous ? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai Gitani, vous êtes là également. Ça va très bien aussi. Parfait. Et finalement, l'homme à la poussette, Laurent Cuvier. Bonsoir, comment vas-tu Laurent ? Mais encore mieux que les autres. Voilà. Encore mieux que les autres. Ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Je propose qu'on commence cette émission directement avec les news. Roger, si tu veux bien. Comme quoi ? Je veux bien. Ça tombe bien. C'est une habitude maintenant. C'est une habitude maintenant. Voilà. Donc on t'écoute. Alors, il n'y en a pas 50, elles sont toutes un petit peu rapprochées à l'univers de Vélier. Mais bon, on va commencer avec la favorite qui va nous revenir avec une version parcellaire de la digue, version récolte 2019. On a vu passer une photo, donc j'imagine que ça ne va pas tarder. Et brut de colonne, qui sera proposé courant avril. Habitation Vélier va nous proposer de nouveaux embouteillages. Donc, c'est pas hyper original. Il y a Hamden Elrock, un autre Hamden apparemment avec une marque bien extrême, ainsi qu'un Worthy Park. Et par contre, la nouveauté, on aura Privateer, qui est une distillerie américaine. Donc, c'est un rhum de 3 ans. Donc, ça change un peu. On verra un peu ce que ça donne. Mais apparemment, tout le monde a l'air d'être déjà fan avant même d'avoir goûté. Apparemment, les embouteillages sont originaux, sont assez prisés dans le coin. Donc, on verra. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà goûté les rhums de là-bas. Malheureusement pas. Non. J'ai essayé. Ils m'ont dit, de notre état, on ne peut pas envoyer d'alcool. J'ai fait au revoir. Voilà. Tu n'as pas goûté à New York, Benoît ? Pas que je ne m'en souviens pas. En tout cas, non. Vélier, qui s'apprête lui aussi à sortir toute une ribambelle d'embouteillage alors du Money Musk au Nine Leaves en passant par Camarel et Carouquera. Donc la chasse va être bientôt ouverte parce que c'est des bouteilles noires. Camarel, voilà. Une nouvelle distillerie. Chamarel. Comment est-ce qu'on dit ? On dit Chamarel ou Camarel ? Chamarel. Comme chameau. Voilà. Ah ouais, mais on dit Schumacher. Pourtant, c'est CH. Soit. Ça se prononce Naisson. C'est SCH, ouais. Voilà. Rasta Maurice, l'embouteilleur belge, nous revient avec du biel. Donc il y a un blanc cassé, qui est un blanc qui a navigué, mais pas à bord d'un voilier, mais qui a navigué quand même dans un fût. Donc il est devenu un petit peu cassé. Hein. Il n'est pas ambré, mais il n'est plus blanc. Un ambré et un single casque du millésime 2006. Donc je n'ai encore rien goûté, mais d'après les premiers tours que j'ai pu avoir ici en Belgique, c'est fort sympa. Donc 3 biels différents. 3 biels différents. D'accord. On vient de faire une nouvelle proposition pour l'AOC, de proposer au lieu après le paille, le blanc cassé. Voilà, mais ça c'est Berthe, il faut voir avec lui. D'accord. C'est pas dynamique, parce que dynamique ça doit être sur un voilier, sinon c'est... Voilà quoi. Et là c'est cassé. Et dernière nouveauté, ça c'est pour les Américains, Hamden va sortir en mode single casque, rien que pour New York. À voir. Bon, des Elrock, on en a déjà quelques-uns sur le continent, donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose pour nous, pour les collectionneurs. Voilà ce que j'ai détecté. Alors, si je peux ajouter une petite nouvelle, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on aura bientôt disponible en France le rhum Sampan, que certains ont pu faire Paris, puisqu'ils viennent de trouver un distributeur. J'ai rencontré l'un des propriétaires cet après-midi, il m'a dit qu'il a trouvé un distributeur, donc bientôt ce sera disponible en France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Sampan, rhum qui nous vient du Vietnam. Donc voilà, parfait. Pur jus de canne. Pur jus de canne, je précise. Et c'est qui le distributeur, il t'a dit, ou faut pas le dire je préfère pas le dire pour l'instant. Ne le disons pas. On le saura assez rapidement, je pense. Voilà. Ouais. Pas de problème. En tout cas, Roger et du coup Jerry aussi, merci pour ces quelques news. Je vais également directement passer aux commentaires de l'auditeur qui nous a laissé... on a eu pas mal de commentaires suite à l'épisode sur l'IG Barbade. Et donc là, il y a un commentaire que j'ai retenu, qui m'a un peu fait rire, qui nous vient de Kev Visus, je ne sais pas si on dit comme ça, qui nous dit « J'ai bien kiffé et le format plus long, c'est top. 40 minutes, ça passe crème. Par contre, si Roger dit encore entre guillemets au prochain épisode, il a un gage, ok. Je pense que c'est faisable, l'histoire du gage, s'il dit encore une fois entre guillemets. Il ne l'a pas encore dit dans cet épisode, j'ai fait attention, mais voilà, on n'en est qu'au début. Je pense que tu n'aurais pas dû le prévenir. Mais justement, c'est ça le plus fun. Maintenant, il le sait, il n'a pas d'excuse. Exact. On verra bien, Mais bon.
Sujet du jour, des rhums à haut degré. Cette nouvelle mode qu'on retrouve un peu partout pour l'instant depuis quelques années déjà, que ce soit auprès des rhums vieux, auprès des rhums blancs, je sais pas. Vous en pensez quoi les gars? Est-ce qu'on devrait en parler déjà? Ouais, sinon on n'aurait évidemment pas choisi le sujet. Ouais, alors comme tu dis, donc c'est des rhums qu'on voit de plus en plus, à laquelle les distillateurs et les producteurs font de plus en plus la part belle. Alors des rhums à haut degré, on en a depuis quelques années. Hein. On peut penser par exemple au Brut de Fût de Chevellier. Enfin, il y en a pour ne citer qu'eux, et ça, ils sont là depuis un petit moment. En revanche, ce qu'on voit un petit peu plus en ce moment, c'est surtout sur les blancs. Donc des bruits de colonne, des bruits d'alambic, ouais. Par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, où chaque distillerie se met depuis quelques années à vouloir avoir sa référence en blanc haut degré. Alors il y en a qui y sont depuis un moment, l'Esprit de Naisson par exemple, puis un peu moins longtemps, mais quelques années maintenant, on a aussi l'Oncto avec son Genesis, ça doit faire 3 ans. Mais voilà. Et là, pas plus tard que cette semaine, ouais. On a eu l'information du rhum polynésien Tara, qui a donc sorti, pareil, un rhum à 73 degrés, rhum blanc à 73 degrés en double distillation. Ouais. Et la favorite aussi. Et la favorite également. Absolument. Et puis à Bologne, et puis il y a Dillon. Tébélo. Enfin, il y a ici à 1710. Il y a Florentier aussi, ça fine. Absolument. La perle fine. Alors la question que je me pose, c'est selon vous, qu'est-ce qui a amené cette mode? Je pense que cette mode, moi personnellement, est venue des rhums vieux dans un premier temps, des rhums vieux bruts de fût, qui au départ avaient encore des degrés assez simples à boire et qui ont continué à augmenter assez rapidement. Mais je me demande à quoi est dû leur succès également. Roger, qu'en penses-tu? Le succès, apparemment pour tout ce qui est rhum blanc, ça vient du succès commercial du Naisson, j'imagine, et du Genesis, qui ont quand même été les 2 premiers bruts de colonne et qui ont quand même vachement bien marché. Mmh. Après, c'est le genre d'embouteillage qui est sympa à avoir, mais qui est un petit peu compliqué. On déguste pas ça tous les jours. Donc, beaucoup de distilleries se sont empressées de faire le même genre de produit. Je ne suis pas persuadé de l'intérêt sur la longueur, mais bon, ça on verra. On verra les nouveaux qui sortent, si ça se passe bien à niveau commercial. Sur les rhums vieux... Alors attends, je te coupe concernant les rhums blancs. Est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de l'effet marketing, peut-être une recherche de pureté du produit? Dans le sens où, comme il n'est pas réduit, on a vraiment le rhum de coulage pur qu'on va déguster comme ça, avec la totalité de ses arômes après distillation. Oui, effectivement, si je peux me permettre, je crois que c'est vrai que c'est Naisson qui a lancé avec l'Esprit de Naisson. Ensuite, comme l'a dit Laurent, on parle des agricoles. Oui, je parle des agricoles, puisque on voit que c'est sur les blancs agricoles qu'en ce moment chacun sort son bout de colonne. Hein, on parle des blancs pour l'instant. Et je crois qu'effectivement, ce que veut démontrer, après le succès, comme l'a dit Roger, commercial de l'Esprit et de Genesis, les autres distilleries veulent démontrer aussi que le rhum de coulage est de qualité. Donc effectivement, chaque distillerie sort, et c'est vrai que ces rhums-là, d'un point de vue, on va dire expérimental, sont excellents. Hein, on peut pas dire c'est des rhums très aromatiques malgré leur grande puissance. Mais est-ce que ça va perdurer? On sait très bien, enfin on en a déjà discuté entre nous, certains ont des bouteilles chez eux depuis 3-4 ans et les bouteilles, elles sont à moitié pleines toujours parce que c'est pas un rhum qu'on va boire régulièrement. Et même déconseillé à boire régulièrement, je suppose. Déconseillé à oui, ça reste quand même des hauts niveaux. Voilà. Déjà sur certains rhums vieux, on avait des rhums qui avoisinaient les 70 degrés. Souvent chez Caroni, chez Vellier d'ailleurs. Déjà ça part vraiment pas vite. Donc avoir une bouteille ou deux, c'est bien. Mais si en plus on rajoute à Genesis, à Hamden, très, très haut en degré, plus encore une référence martiniquaise, ça commence à faire beaucoup dans l'armoire qui ne bouge pas très vite. Donc je pense que ça va s'essouffler assez vite, malheureusement pour les nouveaux qui arrivent. Enfin, on verra, hein, mais
Alors effectivement, pour les nouveaux qui arrivent, ça risque d'être un peu plus compliqué. Là, je viens de déguster à l'aveugle un rhum jamaïcain qui sera à plus de 80 degrés. Alors, c'est intéressant, mais bon, là, ça commence vraiment... ça devient un peu... Alors, chez les Jamaïcains, on avait déjà l'habitude quand même d'avoir des rhums overproof, notamment chez Wray & Nephew. Ouais. C'était plus les 70 que... Les 63. Voilà, et qui était, je pense, également plus destiné à la mixologie, au cocktail. Et moins peut-être à être bu sec ou comme on le fait aux Antilles. Puis ça commence à coûter cher aussi à tous ces machins à l'air de rien. À un niveau, enfin en tout cas pour la Belgique, les axes, même en France, c'est quand même plus lourd qu'en France. On se retrouve vite avec un rhum blanc à 70 € la bouteille. Oui. Faut pouvoir se le permettre aussi. Quoi. Même 90. Hein. Ouais. Donc, mais malgré ça, beaucoup d'embouteilleurs continuent quand même à sortir des rhums blancs dans un premier temps à très haut degré. Je pense notamment à All Brothers, par exemple, ou encore certains embouteilleurs danois qui sortent des rhums à plus de 80 degrés, qui sont clairement des bombes aromatiques. Oui. En termes de goût, on est vraiment dans quelque chose de très poussé, mais je ne pense pas que tout le monde ait peut-être le palais ou l'expertise nécessaire pour déguster ce genre de produit. Ouais, c'est même trop poussé. Je pense que c'est même pas fait pour être bu pur, ce machin-là. Mais là, tu parles... on parle d'embouteilleurs, donc c'est des toutes petites productions, vraiment pour des petites niches. C'est des cuves, petites cuves qu'ils ont. Hein. Mais bon, ça reste quand même des rhums qui sont sympas pour la science, entre guillemets, parce qu'on peut effectivement voir ce que donne un Hamden Doc à 85%, dans le cas de l'embouteilleur danois. Mais bon, ça reste rude quand même. Hein. C'est pas fait pour être bu seul. Hein. Il y a le français, l'Esprit aussi, qui avait sorti... En blanc, alors il avait l'habitude d'en sortir en vieux, mais il avait sorti une série de 3 blancs, il y avait un favorite, et puis il y avait... ouais, c'est ça. C'est comme vous dites, pour moi, il y a un côté intéressant, il y a un côté expérience, il y a un côté c'est intéressant, on découvre de nouvelles choses, des nouveaux arômes et de nouvelles intensités. Après, moi, c'est vrai que je vous rejoins, c'est plus sur le mode de consommation où je suis un peu dubitatif, parce que c'est en effet pas le truc que tu vas forcément... Alors, je pense qu'il y en a qui le font. Moi, je pense ne pas faire partie du public dans ce sens-là, qui vont le siroter au coin du feu le soir. C'est dangereux auprès du feu. Exact. C'est dangereux, clairement. Mais c'est vrai que, en plus, avoir plusieurs bouteilles de ce genre de produit, alors moi j'en ai une à la maison, c'est parce qu'on me l'a offerte, et il se trouve que je m'en fais des petits ponches parfois. Alors, ça fait des petits ponches un petit peu qui accrochent, mais pourquoi pas. C'est très sympa. Ouais, voilà. Maintenant, effectivement, c'est pas tous les jours. Quoi. C'est tous les 2 jours. Ouais, tous les vendredis soirs en ce qui concerne Laurent. Tous les vendredis soirs, absolument. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu une course, une course c'est ça, une course au degré où on a vu, il y avait l'Esprit, mais qui était encore en dessous des 70, qui était à ce niveau-là, c'est ça, qui était à ce niveau-là. Et puis après, tu as eu un peu plus haut, et puis après, tu as eu une bouteille, alors c'était plus dans les agricoles, mais Habitation Vélier nous avait sorti un Jamaïcain à 75,5. Clairement. Qui avait d'ailleurs sur la contre-étiquette la petite tête de mort très engageante. Il y avait même des soucis pour le faire venir en Europe, je pense. C'était bloqué en Hollande ou pas, par les douanes. Et puis après, on a eu l'Esprit qui a dépassé les 80. Et puis là, voilà, la frontière des 80 était dépassée. Donc, comme tu dis, après, il y a eu embouteilleur danois, il y a eu All Brothers sur son Jamaïcain aussi. Est-ce qu'on va pas, et sur ses bielles, est-ce qu'on va pas passer les 90 à un moment ? Si, je pense, pourquoi pas, tu vois. Oh, mais ça devient celui que j'ai goûté récemment, il était à 86. Celui que tu m'as fait goûter ? Non, que j'ai goûté, là, qu'on m'a donné. D'accord. Mais est-ce qu'on peut... La question, c'est est-ce qu'on peut encore apprécier ce type de produit d'une certaine manière ? Pour la science, oui. On teste un truc, on prend une baffe, on prend plein d'informations d'un seul coup, mais je reste quand même pas très partisan de passer un petit punch à 86 degrés, ça devient quand même un petit peu n'importe quoi. Faut penser aussi à sa santé. Hein. Oui. Bon, tu vas me dire l'alcool en général, c'est déjà pas top, mais là, on fait x2 sur certains. On va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment, à consommer avec modération. Mais un petit punch avec un Bali à 50% tout doux, c'est très bien aussi, quoi. On passe un très bon moment, il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui déboîte automatiquement. Et c'est ça un petit peu le problème dans les modes actuels, c'est que on en oublie presque à proposer des trucs normaux, quoi.
Enfin, chez certains embouteilleurs. C'est surtout c'est pas une généralité. À en voir le retour de certaines personnes, de certains consommateurs. On arrive presque à en croire que plus il y a d'alcool, plus on a de goût, alors que ce n'est clairement pas vrai. C'est totalement faux. Mais peut-être que les gens, justement, qui n'ont pas le palais assez entraîné pour pouvoir percevoir plus d'arômes, se disent qu'en ayant plus d'alcool, ils vont percevoir plus de choses, alors que tout ce qu'ils vont percevoir, c'est de l'alcool. Moi, je fais un peu l'analogie avec la gastronomie, puisque, comme vous le savez, dans certains pays, on mange très épicé. Ouais. Cela dit, on ne va pas manger tous nos plats épicés, même si on aime le piment. Il y a des plats sur lesquels on va pour déguster les arômes du plat, on ne va pas rajouter systématiquement du piment. Les gens qui le font systématiquement, on a une expression aux Antilles en créole qui dit où on dit bouche pavé, sa bouche est pavée. Donc ça veut dire et bon, quand on discute avec des maîtres de chai en ce qui concerne les rhums vieux, bon maître de chai, il va expliquer qu'au-dessus d'un certain degré, la lignine qui est du bois, des douelles, du fût, l'extraction de ces arômes-là ne pourront se faire au-dessus d'un certain degré. Donc on comprend bien pourquoi certains maîtres de chai réduisent leur rhum. Et certains ne sont pas des fans de bouilles de fût, on les connaît. Donc voilà, donc, en fonction de ce qu'on a mis à vieillir, c'est plus ou moins intéressant d'avoir un bout de fût ou de le réduire. Mais pour répondre un petit peu à la question de Benoît, on s'aperçoit malgré tout que les gens, certaines personnes reviennent sur les blends et redécouvrent les blends. Je pense le fait qu'il y ait beaucoup de brut de fût sur le marché niveau rhum vieux vient peut-être aussi d'une certaine expertise que beaucoup de nouveaux embouteilleurs indépendants n'ont peut-être pas ou plus. Entre guillemets, je l'ai dit, voilà ça c'est fait. Il est plus simple d'embouteiller directement en mettant brut de fût, on n'a rien fait, c'est la pureté même du rhum, en le vidant dans des bouteilles, et entre guillemets, deuxième fois, c'est beaucoup plus simple. Je pense que comme Chantal Comte le disait, tout n'est pas prêt à être embouteillé brut de fût, c'est même rarement le cas, je pense. Donc, pour moi, il y a beaucoup de bruts de fût qui sont sur le marché qui ne devraient peut-être pas nécessairement l'être et qui, des fois, ne sont même pas agréables à déguster parce que ça pique vraiment, quoi. Alors oui, l'embouteilleur va nous dire tu peux rajouter une goutte d'eau. Je pars du principe que ça, c'est son boulot, pas le mien. Moi, quand j'achète une bouteille, c'est censé être prêt à être dégusté. Prêt à être consommé, ouais. Voilà. Et je pense qu'une partie des bruts de fût dans les rhums vieux vient un peu de là quand même. À ce sujet, on a une expérience avec Benoît. Quand nous avons sélectionné à la demande de Rivière Dumas une cuvée pour la confrérie du rhum, on nous a proposé un brut de fût qui était à 56 degrés. Et quand nous l'avons dégusté dans les chais, y compris avec le maître de chai, Jean Grondin, on était tous d'accord pour dire que ce rhum, il était serré, quoi. Il y avait des choses qui s'exprimaient pas. Et nous avons réduit petit à petit jusqu'à 50, et là on a réalisé qu'il s'exprimait davantage et qu'il avait énormément plus d'arômes qu'à 56. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on a expérimenté vraiment dans les chais avec Jean Grondin. Moi, j'ai pris des petites notes parce que je n'ai pas voulu vous interrompre, les gars, mais ça me fait penser à pas mal de choses. Premièrement, moi, je suis un peu partagé sur le sujet malgré tout. Mais je vais commencer par un truc qui me hérisse un peu à chaque fois. C'est que dès qu'il y a un nouveau brut de fût, brut de colonne, brut d'alambic, on va, et je peux en faire partie, donc je m'exclus pas forcément du phénomène, mais on va s'extasier ou on va entendre les autres s'extasier sur « Oh là là, mais c'est incroyable !» L'alcool est extrêmement bien intégré. Jamais j'aurais deviné qu'il est à 98%. Bon, d'accord. À un moment, faut arrêter. C'est-à-dire que certes, c'est un facteur, mais c'est pas parce que l'alcool est bien intégré que ça le rend bon. Ça évite un défaut. Mais c'est pas pour autant qu'il est bon. C'était la première chose que je voulais indiquer. Ensuite, alors, comme je crois que c'était Jerry qui parlait ou Benoît, il y a des gens qui pensent que plus l'alcool est élevé, plus ils vont avoir des arômes. Alors je pense que c'est vrai jusqu'à un certain cap, c'est-à-dire que malgré tout sur des brutes de colonne ou des brutes de fût, on a souvent
l'alcool qui va servir de porteur, d'exhausteur d'arômes. Et la logique voudrait, alors il n'y a pas que ça, mais quand on a quelque chose qui est brut, on va dire d'alambic à 73 degrés, ou quelque chose qui est réduit à, on va dire 40 ou 50, la différence c'est quoi? C'est entre autres de l'eau, principalement de l'eau. Alors après, ça va reposer pendant des mois, etc. Il y a des réactions chimiques qui vont se créer, mais en effet, on peut naturellement penser qu'à ce moment-là, plus il y a d'alcool, jusqu'à certaines limites, plus les arômes vont être exhaustés, je ne sais pas si ça se dit, vont être amplifiés. Donc pour moi, il y a juste un équilibre à trouver. Et chaque rhum sera différent l'un de l'autre. Et il y en a qui vont tout à fait bien supporter 70 degrés, et un autre qui sera bien meilleur à 43. C'est pas parce qu'il y a plus d'alcool qu'il y a automatiquement plus de goût. Non. Et puis après, il y a aussi cette histoire de, ok, c'est quoi l'appareil à distillation, à quel moment on obtient de l'alcool neutre. Alors ça, je vais pas m'y risquer parce que voilà. Mais c'est extrêmement compliqué et en effet, on s'est tous éclatés sur des brutes d'alambic ou des brut de fût, sans se dire qu'il fallait nécessairement que ce soit réduit, quoi. C'est vraiment du cas par cas pour moi, et je peux autant avoir du plaisir sur un assemblage, comme tu disais Jerry, que sur un brut de fût. Le brut de colonne, ça ne veut pas dire qu'il est embouteillé tout de suite, hein. Il peut avoir un temps de maturation. Il y a du repos aussi, mais il n'y a pas d'eau. Et alors, il y avait un dernier truc sur le thème en général, puisqu'on parlait un peu de mode sur ces rhums-là. Un peu mode, oui. Je pense qu'on en entend juste parler parce que c'est une nouveauté pour plein de distilleries et au même titre que plein de nouveautés qui sortent, nous on en entend parler parce qu'on s'y intéresse et que c'est une nouvelle corde à l'arc de plein de distilleries. Donc comme toutes ces distilleries sortent leur brut de colonne et leur brut d'alambic un peu en même temps, on en entend plus parler. Voilà. Oui, puis ça reste très limité. Hein. Je veux dire, c'est juste pour un public très, très, très restreint quand même d'aller acheter une bouteille à 70 degrés. D'ailleurs, peut-être de Naisson qui est là depuis longtemps et qui est apprécié par, je pense, quand même pas mal de monde, vu que ça reste quand même un succès, vu qu'ils l'ont gardé tant d'années. Pour les autres, ça reste quand même plus des expériences, entre guillemets, je pense. Et d'ailleurs, ils font pas... je pense que les tirages de ces bouteilles, il n'y en a pas 50. Quoi. Alors si, il y en a 50, il n'y en a pas 50 000. Oui. Voilà. Donc ça reste des petits trucs. Et après, il y a un truc qui est très bien, par ailleurs, c'est des gens qui vont commencer à sortir, j'espère un peu plus, mais des demi-formats sur ce genre de bouteilles. Qu'on soit pas sur du 70, mais qu'on soit sur du 50, voire du 35 centilitres, ça suffit, quoi. Mais je pense que toute cette mode, de toute façon, concernant les bruts de fût, essentiellement, est une mode comme on le sait, le rhum est en train de suivre les pas du whisky, et c'est clairement un phénomène qu'on retrouve depuis longtemps dans le whisky, notamment tout ce qui est brut de fût, etc. Et s'il y a d'ailleurs, je pense que avant que ce soit les distilleries directement, si je ne me trompe pas, je pense que ce sont d'abord les embouteilleurs indépendants qui ont demandé à embouteiller des produits en brut de fût, et qu'après, vu le succès que ça générait, je prends par exemple, Roger nous parlait de Caroni tout à l'heure, donc Vélier, qui ont quand même sorti un grand nombre de bruts de fût de plein de leurs produits, mais qui distribuent également du whisky, ou du moins qui travaillent pas mal avec des maisons de whisky, ont essayé de suivre ce pas. Ça a marché, et c'est en voyant ça que des distilleries ont décidé également de mettre certains bruts de fût dans leur gamme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en trouve de plus en plus dans toutes les maisons. Et par la suite seulement, on a commencé à retrouver de plus en plus de bruts de colonne. Ce que je regrette un peu dans le cas de Vélier, c'est que toute une époque, si on reprend les Caroni, on avait souvent droit à deux versions. Le High Proof, souvent à 50, et une version 55, et une version full qui était 68, 70, ça dépend un petit peu du produit. Et ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils ne se contentent plus que du full, en fait. C'est pas faux. Moi, j'aimais bien mon Caroni à 55%, personnellement. Ça me passait très bien. Ici, je déguste le 15 ans. Alors, dans le cas de c'était les gros succès, les 12-15 ans. Ça marche nickel, hein. Dans le cas de Caroni, actuellement, je pense qu'ils le sortent en full ou pas. En full, déjà de 1, ça partira. Oui. Donc, ils ne s'inquiètent pas du tout là-dessus. Et le truc, c'est qu'en le sortant en full, ils peuvent demander plus d'argent. Oui, mais en réduisant, ils peuvent vendre plus de bouteilles. Oui, j'allais le dire. Et gagner plus, peut-être. Voilà. Si tu descends de 20 €, c'est pas automatique. Ouais.
Donc je pense qu'il ne fait même pas ça d'un point de vue économique parce qu'il aurait plus intérêt à le diluer au final. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Un discours très, très, très brut et très authentique. Mais pour moi, Caroni à 55 degrés, c'est vraiment très bien aussi. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'avoir un truc qui déboîte. Quoi. Et on peut leur faire confiance. Ils l'ont fait le calcul, je pense. Je suis pas inquiet. Très certainement, je ne m'inquiète pas pour ça. Une petite expérience perso alors ça remonte à une dizaine de jours maintenant. J'ai pu tester parmi plein enfin, je me suis fait la série des Hamden single cask de chez Habitation Vélier, enfin de chez Vélier d'ailleurs. Et en fin de dégustation, j'ai mis le nez dans quelque chose que j'avais pas pu déguster encore, qui était justement un doc blanc de chez Rhum de Luxe là, qui est à 85 plus, qui doit être à 86. Et en prime, parce que sinon ce serait pas assez, qui fait quand même, qui a été mesuré à 1600 ester. Donc on a une double bombe entre guillemets. Et vraiment, moi, ce genre de produit, j'y étais, un peu réfractaire de base. Et je dois avouer que j'ai été surpris. Alors pour pas dire agréablement surpris, mais il y a vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Alors attention, je vais vous la faire, mais l'alcool était incroyablement bien intégré. Donc il y avait ça d'une part, mais c'est pas ça qui m'a le plus frappé. Ce qui m'a le plus frappé, c'était l'arôme qui m'a sauté aux narines. Et alors je n'ai aucune explication à ce sujet-là. C'était du jus de canne. Alors là, il n'y a aucune raison pour moi, et je ne me l'explique pas, mais un jus de canne qui serait distillé plutôt sur alambic, plutôt que sur colonne créole. Et on était tous d'accord autour de la table, il y avait un côté comme ça. Alors est-ce qu'on associait un arôme à ça? Bref. Et je pense que c'est le genre de choses, est-ce qu'on aurait pu avoir une telle surprise sur un produit qui sera moins fort, soit en ester, soit en degré? Je sais pas. Donc on retombe sur ce côté juste intéressant d'y mettre le nez, de déguster, quoi. Parce que là, c'est quand même le truc le plus extrême qui puisse exister au final. C'est ça. Alors, je pense que moi, ce qui m'a frappé le plus sur ce produit-là, c'était plutôt l'étiquette. Mais on parle dans un sujet comme ça. J'ai trouvé le nez très agréable. J'ai pas encore osé le déguster parce que voilà, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc. Mais au nez, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus piquant et plus agressif, de désagréable. Et au final, j'ai trouvé ça relativement doux. Pour un truc à 85 degrés. Mais j'ai pas encore dégusté. Mais bon, on verra quoi. Voilà, c'était la bonne petite surprise de la dernière fois. Et nous avons déjà atteint le temps réglementaire de notre émission, donc on va quand même laisser quelques minutes à Laurent pour nous proposer son conseil de dégustation du jour. Laurent, oui. Alors, je me suis demandé si j'allais faire un truc en rapport avec l'émission, à savoir ne buvez pas une gorgée de 10 centilitres d'un truc à 86 degrés, vous allez avoir mal. Mais non, je vais plutôt reprendre les choses dans l'ordre. Donc après avoir discuté un peu plus de la philosophie du truc et de rester intéressé, de rester curieux, de pas se fermer à certains styles, etc. Maintenant, de manière un petit peu plus concrète, je voudrais parler du verre à dégustation. Parce que je vois des trucs parfois sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas, des gens qui boivent dans des verres à moutarde. Moi, il y a un moment, les verres à moutarde, il y a un moment, les gars, arrêtez quoi. Ou alors juste des tumblers, vous savez, à whisky comme on peut voir dans les films des années 20, je sais pas, les gangsters ou quoi, mais arrêtez, c'est juste pas fait pour les armes. Dans le verre à moutarde, ils dégustent quoi, du rhum vieux? Ah bah bien sûr. Ouais. Non mais alors, ce qui m'horripile encore un peu plus, c'est quand on voit des gens qui sont des potentiels brand ambassadors. Alors c'est plutôt des photos qu'on voit aux États-Unis, ce genre de choses, qui boivent dans des verres, type verre à moutarde, enfin tumbler, absolument pas de dégustation. Donc en 2 mots. Premièrement, privilégier un verre à pied pour éviter de réchauffer trop le liquide qui de toute manière doit être à température ambiante. Et ensuite, il faut privilégier un verre, je vais appeler ça tulipe, juste parce que les gens ont un peu une idée de ce que ça veut dire. Un verre à Porto. Mais en gros, où le buvant, le buvant est pas trop large et doit être plus étroit que la base du verre. Hein, voilà, c'est tout simple. Parce que là, vous allez pouvoir avoir bien plus d'arômes que dans notre verre babar au hasard. Et dire que moi j'allais boire un petit punch dans une pinte à bière, franchement.
Alors ça, tu peux surtout si c'est un brut de colonne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. 60 Pas plus au centilitres n'est-ce pas Voilà, c'est ça. de Alors, naissance. le verre à pied, pour compléter ce que dit Laurent, tu vois, les très grands dégustateurs disent aussi que le verre à pied éloigne l'épiderme du nez, donc on n'a pas les odeurs de la peau qui viennent perturber les sensations olfactives. Couper des oignons juste avant. Ça, c'est pour les gens qui sont sales. Nous, on s'en fout. Non, mais tu peux être propre, avoir du parfum, tu vois. Je sais bien. Parfait. En tout cas, Laurent, merci pour ce petit conseil de dégustation. Si vous avez d'autres questions à nous poser, non, d'abord, je tiens quand même, chers auditeurs, si vous avez un gage à nous suggérer pour notre cher Roger, qui a donc dit 2 fois dans cette émission, entre guillemets, n'hésitez pas à nous le proposer dans les commentaires. C'est un peu facile, Benoît, je trouve. Tu trouves ? Je trouve que c'est trop facile. Oh, on va peut-être le couper au montage, alors, c'est pas grave. Mais si vous avez un gage à proposer, n'hésitez pas, faites-le dans les commentaires. Si vous voulez également nous laisser un message, nous dire bonjour, faire un petit coucou, ou espérer peut-être être lu, qu'on lise votre commentaire dans la prochaine émission, n'hésitez pas à le faire sur Facebook ou Instagram ou encore sur YouTube. Et puis n'hésitez pas également à écouter cette émission sur Spotify, iTunes ou YouTube également, toutes les 2 semaines. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Messieurs, je vous remercie. Bonsoir à Ce fut agréable. Merci à toi, merci à tout le monde. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Ciao. Vous venez d'écouter le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.